Le pied de biche frappa le cadre de la porte avec un craquement sec qui résonna dans la nuit glaciale. Personne ne viendra t'aider, gamin, dit Vince, son souffle formant de la buée dans l'air frigide alors qu'il pénétrait dans la maison plongée dans le noir. Derrière lui, trois autres silhouettes masquées franchirent la porte brisée, traînant avec elles la neige et la malveillance. Les routes sont fermées. Il n'y a plus de courant. Ta maman est coincée à l'hôpital et tu es tout seul. Léo, 12 ans, se tenait au milieu de son salon, serrant une batte de baseball, les jointures blanches. La batte tremblait légèrement, trahissant la terreur qu'il essayait tant bien que mal de dissimuler. Sa voix sortit plus faible qu'il ne l'aurait voulu. « S'il vous plaît, on n'a rien de valeur. Partez, c'est tout. »« Oh, on partira, » riait Vince, un son cruel qui tordit l'estomac de Léo. « Après avoir pris ce qu'on veut, et peut-être saccagé un peu l'endroit, pour t'apprendre à verrouiller tes portes pendant une catastrophe. » Il fit un pas menaçant vers l'avant. « Qu'est-ce que tu vas faire, petit homme? Appeler les flics sur ta ligne téléphonique morte? » Les yeux de Léo se dirigèrent vers le couloir sombre qui menait à la cuisine. Pendant un instant, une lueur imperceptible, était-ce de la peur ou autre chose, traversa son jeune visage. « Je ne m'approcherai pas si j'étais vous, » dit doucement Léo. Vince ricana. « Pourquoi? T'as un chien de garde. » De l'obscurité du couloir vint un bruit qui glaça le sang de Vince. C'était le clic métallique distinctif d'un briquet Zippo qui s'ouvre, suivi du sifflement de la flamme. Le petit feu illumina un visage qui semblait avoir été taillé dans le granit et les mauvaises décisions. Un visage marqué de cicatrices, d'une barbe naissante et d'une patience absolument nulle pour les cambrioleurs. « Mieux », gronda une voix rocailleuse depuis l'ombre. « Il en a 20 avec lui. » Le salon entra en éruption. Des hommes se matérialisèrent de chaque coin sombre, se levant de là où ils étaient accroupis en silence. Des hommes imposants, vêtus de cuir, portant des gilets affichant Grim Bastards MC dans le dos. Le pied de biche de Vince tomba au sol avec fracas. « Oh » dit Bishop, entrant pleinement dans la lumière vacillante et faisant craquer ses jointures avec une lenteur délibérée. « Vous, les gars, venez de commettre la dernière erreur de votre carrière criminelle. 36 heures plus tôt. Les prévisions météo avaient annoncé la tempête du siècle, mais cela semblait être un euphémisme alors que Léo pressait son visage contre la vitre froide et regardait le monde disparaître dans le blanc. La neige tombait si drue et si vite qu'il ne voyait plus la grange, ni la clôture, ni même le vieux chêne qui se dressait à peine à 20 mètres de la maison. « Léo, chéri, tu es toujours là? » La voix de sa mère grésillait sur le téléphone fixe. La connexion se dégradait déjà à mesure que la tempête s'intensifiait. Léo s'éloigna de la fenêtre et reprit le combiné. « Ouais, maman, je suis là. »« L'hôpital vient de rappeler tout le personnel essentiel, » dit Sarah Jensen, et Léo pouvait entendre l'épuisement et l'inquiétude dans sa voix. « Ils disent que cette tempête sera pire que le blizzard de 96. Les routes ferment déjà. Je vais devoir rester ici pendant mon service, peut-être plus longtemps. Mon bébé, je suis tellement désolé. » « C'est bon, maman. » Léo essaya de paraître plus courageux qu'il ne l'était. À 12 ans, il était déjà resté seul à la maison, mais jamais pendant une tempête pareille. Jamais quand le courant risquait de sauter. Jamais quand le vent donnait l'impression d'essayer de griffer les murs pour entrer. « Ça ira, j'ai de la nourriture, j'ai des couvertures, et je sais où sont les lampes de poche. » C'est mon grand garçon. Il pouvait entendre le sourire dans sa voix, mais aussi les larmes qu'elle retenait. Le générateur est au sous-sol si le courant saute. L'interrupteur rouge, comme on a répété. Et Léo n'ouvre la porte à personne, peu importe qui il dise être. Le bureau du shérif dit qu'il pourrait y avoir des gens qui profitent de la panne. Promets-le-moi. Léo regarda le chaos blanc tourbillonnant par la fenêtre. L'idée que quelqu'un puisse être dehors par ce temps semblait impossible. Je te le promets. Je t'aime tellement. J'appellerai quand je pourrai, mais si les lignes tombent... Le téléphone émit un son semblable à un robot mourant, puis devint silencieux. Léo resta debout, tenant le combiné mort pendant un long moment avant de raccrocher. La maison sembla soudain beaucoup plus grande et beaucoup plus vide. Il était seul. Léo passa l'heure suivante à faire ce que sa mère lui avait appris. Il remplit la baignoire d'eau au cas où les tuyaux gèleraient. Il rentra du bois de chauffage du porche couvert et l'empila près de la cheminée. Il disposa des lampes de poche et des bougies dans chaque pièce.
Il se fit même un sandwich au beurre de cacahuète, bien que l'anxiété lui ait coupé l'appétit. L'électricité fut coupée à 6h47, exactement 14 minutes après la mort de la ligne téléphonique. Un instant, la maison était remplie de bourdonnements électriques familiers et de la lueur des lampes. L'instant d'après, elle était sombre et silencieuse, à l'exception du vent hurlant. Léo alluma sa lampe de poche et se dirigea vers le sous-sol. Sa main tremblait légèrement alors qu'il atteignait l'interrupteur rouge du générateur, se souvenant des instructions de sa mère. Un coup, deux coups, trois, et le générateur rugit, lui envoyant une vague de soulagement. Les lumières clignotèrent dans la maison, faibles mais présentes. Il remonta et alluma la télé, ayant besoin du son de voix humaine pour combler le silence. L'émission d'urgence montrait une carte du comté, presque toutes les routes marquées en rouge, conseillant à tous les résidents de rester à l'abri. Le présentateur disait « L'Interstate 40 est fermé dans les deux sens. Multiples accidents signalés. La police d'État met en garde contre des criminels opportunistes profitant des pannes de courant pour cibler les maisons isolées. Si vous voyez une activité suspecte, s'il vous plaît. » La télé vacilla et s'éteignit alors que le générateur toussait, crachotait et rendait l'âme. La maison replongea dans l'obscurité. Non, 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 marmonna Léo, saisissant sa lampe de poche et courant vers le sous-sol. Il essaya l'interrupteur encore et encore. Rien. Le générateur était vieux, capricieux, et avait apparemment décidé que ce soir était une excellente nuit pour mourir complètement. Léo resta dans le sous-sol sombre, sentant le froid commencer déjà à s'infiltrer à travers les murs. La chaudière ne fonctionnerait pas sans électricité. La maison serait glaciale en quelques heures. Il remonta, s'enveloppa dans deux couvertures et s'installa près de la fenêtre avec sa batte de baseball sur les genoux. C'était la batte de son père avant l'accident, il y a 3 ans. Léo la serra fort, comme si la force de son père pouvait se transférer à travers le vieux bois. L'avertissement des infos résonnait dans son esprit. Criminels opportunistes ciblant les maisons isolées. Dehors, la tempête faisait rage, transformant le monde en une nature sauvage, gelée et hostile. Et puis, à travers le rideau blanc de neige, Léo vit des lumières. Pas des lumières de maison. Des lumières mouvantes, des phares, de multiples phares, tanguant et luttant le long de la route qui passait devant sa propriété. Léo pressa son visage contre la vitre froide, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Cela ressemblait à un convoi, mais les véhicules n'allaient pas. Trop petits, trop bas. Des motos. Alors que Léo regardait, incrédule, la moto de tête heurta une plaque de verglas. Elle tomba lourdement, glissant sur la route jusque dans le fossé près de son portail. La deuxième moto essaya de l'éviter et dérapa sur le côté. La troisième et la quatrième suivirent. En quelques secondes, tout le convoi était à terre. Des motos éparpillées sur la route verglacée comme des dominos tombés. Des hommes se relevaient, trébuchant dans la neige qui leur arrivait aux genoux. Même de cette distance, Léo pouvait voir qu'ils avaient des ennuis. Ils étaient habillés pour rouler, pas pour un blizzard. Vestes en cuir et jeans, pas d'équipement d'hiver, pas d'équipement de survie. Ils allaient mourir de froid là-dehors. Peut-être pas en quelques minutes, mais en quelques heures. Certainement avant la fin de la tempête. Les mains de Léo se resserrèrent sur la batte. L'avertissement de sa mère résonnait dans ses oreilles. N'ouvre la porte à personne. Mais il pouvait aussi entendre sa voix issue de 100 moments différents de son enfance. Tu aides les gens quand ils en ont besoin. C'est ce que font les bonnes personnes. Par la fenêtre, Léo compta les silhouettes luttant dans la neige. 15, non, plus. Au moins 20 hommes, tous luttant contre le vent et le froid, alors qu'ils essayaient de relever leurs motos, s'entraidaient, essayaient et échouaient à redémarrer les engins. L'un d'eux s'effondra dans la neige et ne se releva pas. La décision de Léo fut prise avant même qu'il ne s'en rende compte consciemment. Il posa la batte, attrapa la plus grosse lampe de poche qu'il avait et courut vers la porte d'entrée. Ses mains tremblaient alors qu'il la déverrouillait. Pas seulement de froid, mais de peur de ce qui l'invitait à l'intérieur. Mais la peur de sa propre lâcheté était plus forte. Il ouvrit la porte à la volée et alluma la lumière du Porsche, qui fonctionnait sur les derniers soubresauts de la batterie de secours du générateur. Puis il sortit dans le vent hurlant et agita sa lampe de poche en grands arcs. Un phare dans l'obscurité. « Ici !» cria-t-il, bien que le vent emportât sa voix. « Par ici !» Les silhouettes dans la neige se tournèrent vers la lumière.
Pendant un instant, personne ne bougea. Puis, lentement, ils commencèrent à avancer péniblement à travers les congères vers sa maison. À mesure qu'ils approchaient, le courage de Léo vacilla. Ce n'étaient pas des voyageurs perdus. C'étaient des motards, de vrais motards. Ils pouvaient voir les écussons sur leurs gilets en cuir maintenant, même à travers la neige. Des crânes, des flammes et des mots qu'ils n'arrivaient pas tout à fait à déchiffrer. L'homme de tête atteignit les marches du porche et Léo put enfin bien le voir. Il était massif, probablement 1,95 m, avec une barbe striée de gris pleine de glaire et des yeux qui avaient vu des choses que Léo ne pouvait imaginer. Des cicatrices traversaient son visage buriné. Ses mains avaient la taille d'assiette. Il ressemblait à un monstre tout droit sorti d'un cauchemar. « Gamin, dit l'homme, sa voix rugueuse comme du gravier, tu cherches la mort ou t'es juste l'idiot le plus courageux du comté? » Léo déglutit difficilement. « Vous êtes gelé, entrez. » Le grand homme le fixa un long moment. Derrière lui, les autres motards se rassemblèrent sur la pelouse. 19 bonhommes de neige en cuir et en jeans, tous observant cet échange avec des expressions que Léo ne pouvait lire. « Tu sais qui on est? » demanda le grand homme. Léo secoua la tête. « On est le Grim Bastards Motorcycle Club. On n'est pas des gens gentils. Ta maman sait que tu invites les grands méchants loups dans ta maison. » « Ma maman m'a appris à ne pas laisser les gens mourir de froid, » dit Léo, surpris par la fermeté de sa propre voix. « Vous entrez ou pas? Je laisse sortir toute la chaleur. » Un son qui aurait pu être un rire s'échappa de la gorge du grand homme. « C'est quoi ton nom, gamin? »« Léo. »« Moi, c'est Bishop. Voici mon club. » Il fit un geste vers les autres. « On entre, on ne cause pas d'ennui, on se réchauffe, on attend la fin de la tempête et on part. Ça te va? » « Ça me va. » Bishop hocha lentement la tête, puis se tourna vers ses hommes. « Vous avez entendu le gamin. À l'intérieur, enlevez vos bottes. Montrez un peu de respect. » Et juste comme ça, 20 membres du Grim Bastards Motorcycle Club entrèrent en file indienne dans la petite ferme de Léo, traînant la neige et le danger à travers le seuil. Le salon n'avait jamais paru aussi petit. 20 motards remplissaient chaque espace disponible, assis sur le canapé, appuyés contre les murs, étalés sur le sol. Ils étaient une tapisserie d'encre et de cuir, de cicatrices et d'histoires. Des tatouages couvraient chaque centimètre de peau visible. Des écussons ornaient leurs gilets avec des noms que Léo ne reconnaissait pas. Tiny, Reaper, Smoke, Knuckles, Diesel. L'homme appelé Tiny était peut-être l'être humain le plus large que Léo ait jamais vu. Facilement 2 mètres et bâti comme un réfrigérateur. Ironiquement nommé, pensa Léo. Ils avaient tous l'air dangereux de différentes manières. Certains avec des yeux durs qui avaient vu la violence, d'autres avec des sourires suggérant qu'ils l'avaient apprécié. Léo se tenait près de la cheminée, serrant toujours sa batte de baseball, essayant de ne pas avoir l'air aussi terrifié qu'il l'était. Bishop, qui s'était installé dans le fauteuil préféré de la mère de Léo comme un roi sur un trône, étudia le garçon avec une expression difficile à lire. « Il est où ton vieux, Léo? » « Il est décédé il y a 3 ans. » La voix de Léo était calme mais stable. « Ta maman? » C'était de la question dangereuse. Léo le savait. S'il savait qu'il était vraiment seul, complètement vulnérable, l'équation pourrait changer. Son esprit s'emballa, pesant le risque du mensonge contre le risque de la vérité. Elle est infirmière. Elle travaille à l'hôpital général du comté. La tempête l'a coincée là-bas. Et tu es ici tout seul. Ce n'était pas une question, mais Léo répondit quand même. Je peux prendre soin de moi. Je vois ça, dit Bishop, et il y avait peut-être une pointe de respect dans son ton. 12 ans, faisant face à 20 motards avec une batte de baseball, ça demande soit du courage, soit de la stupidité. J'ai pas encore décidé lequel. Peut-être les deux, admit Léo. Cela déclencha un rire sincère chez plusieurs hommes. La tension dans la pièce se relâcha légèrement, comme une corde tendue à qui on donne soudainement du mou. Un motard avec une longue cicatrice sur la joue, dont l'écusson indiquait Reaper, prit la parole. « Le gamin a du craindre, Bishop. Je l'aime bien. » « Ne t'attache pas, Reaper. On ne reste pas longtemps. » Bishop se tourna vers Léo. « Ça fait combien de temps que le courant est coupé? » « Environ 3 heures. Le générateur est mort il y a 1 heure. » Bishop fronça les sourcils. « Il va faire froid ici très vite. Tu as une cheminée qui marche? »« Oui.
Et j'ai rentré du bois avant que la tempête n'empire. Gamin futé. Bishop regarda ses hommes. D'accord, les bastards. On est invités dans la maison de ce gamin. Comportez-vous en conséquence. Pas de cigarettes à l'intérieur. Pas d'alcool. Pas de jurons. Il insista sur ce dernier point avec un regard significatif vers plusieurs membres qui ouvraient la bouche pour objecter. Le gamin nous offre l'hospitalité. On lui rend l'appareil. Compris? Un cœur d'accord réticent ondula dans la pièce. Diesel, Smoke, allez voir ce générateur, ordonna Bishop. Voyez si vous pouvez le réparer. Tiny, aide le gamin à faire du feu. Les autres, rendez-vous utile ou ne gênez pas. Les moteurs bougèrent avec une efficacité surprenante. En quelques minutes, Diesel et Smoke avaient attrapé des lampes de poche et s'étaient dirigés vers le sous-sol. Tiny était agenouillé près de la cheminée, ses mains massives arrangeant les bûches avec une délicatesse inattendue. « T'as du papier journal ?» demanda Tiny, sa voix grondant comme un tonnerre lointain. Léo hocha la tête et récupéra la pile de vieux journaux que sa mère gardait pour le recyclage. Alors que Tiny les froissait et les glissait sous les bûches, Léo remarqua les tatouages couvrant les mains du géant. Des crânes et des roses, des noms et des dates, des symboles que Léo ne comprenait pas. « Ça fait combien de temps que vous êtes motard ?» demanda Léo, sa curiosité naturelle surmontant sa peur. Tiny lui jeta un coup d'œil et pendant un instant, son expression dure s'adoucit. « Depuis que j'ai 18 ans, 20 ans maintenant, c'est la seule famille que j'ai. » « Comme un club? » « Plus que ça, c'est une fraternité. On veille les uns sur les autres, on roule ensemble, on se bat ensemble. Si l'un de nous a des ennuis, on est tous là, sans poser de questions. »« Ça a l'air sympa, » dit doucement Léo, pensant à quel point il s'était senti seul il y a juste une heure. Tiny craqua une allumette et l'approcha du journal. Les flammes prirent et commencèrent à se propager. « La fraternité, c'est pas toujours sympa, gamin. Parfois c'est dur, parfois c'est dangereux, mais c'est réel, et le réel, c'est mieux que le confortable. » Le feu se mit à crépiter, projetant des ombres dansantes à travers la pièce. Presque immédiatement, les moteurs gravitèrent vers lui, tendant leurs mains vers la chaleur. Certains tremblaient violemment, remarqua Léo. Ils étaient restés dehors dans cette tempête plus longtemps qu'ils ne l'avaient réalisé. « Jusqu'où essayez-vous d'aller ?» demanda Léo. Bishop répondit depuis son fauteuil. « On rentrait d'une virée dans le Montana, une rencontre avec un autre chapitre. La tempête est arrivée plus vite que prévu par la météo. On pensait pouvoir la devancer. » Il secoua la tête. « L'orgueil précède la chute, comme on dit. Vous avez fait une sacrée chute sur ce verglas. Ça, on peut te le dire. » L'expression de Bishop devint sérieuse. « On te doit une fière chandelle, gamin. La plupart des gens voient les Grim Bastards arriver et verrouillent leurs portes. Traverse la rue. Appelle les flics. Toi, tu as ouvert ta porte et tu nous as invités. C'est pas quelque chose qu'on oublie. »« Je fais juste ce que ma mère ferait, » dit Léo. Puis, frappé par une pensée soudaine, il ajouta « Vous avez faim ?» La question fut accueillie par un moment de silence. Puis quelques rires rauques. « Affamé, » admit un motard au crâne rasé dont l'écusson indiquait Knuckles. « On n'a pas mangé depuis ce matin. » Léo pensa à ses réserves limitées. « Je n'ai pas grand-chose, mais je peux réchauffer de la soupe. On a une gazinière, donc ça marchera même sans électricité. »« Gamin, t'es pas obligé, » commença Bishop. « Vous êtes mes invités, » l'interrompit Léo, se surprenant par son audace. « Et vous avez froid et faim. C'est juste de la soupe. On a plein de boîtes de conserve. » Il se précipita vers la cuisine avant que quiconque ne puisse objecter, heureux d'avoir quelque chose à faire, un moyen de se sentir utile et moins comme un enfant terrifié attendant que les monstres montrent leur vraie nature. La cuisine était sombre, sauf pour sa lampe de poche, mais il savait où tout se trouvait par cœur. Il sortit 6 grandes boîtes de soupe à la tomahawk que sa mère achetait en gros et trouva les plus grandes casseroles qu'ils avaient. Pendant qu'il travaillait, ouvrant les boîtes et versant la soupe, il entendait les motards parler dans le salon. Leur voix était plus voilée maintenant, plus détendue. Quelqu'un parlait de sa moto, déplorant les dégâts de l'accident. Quelqu'un d'autre plaisantait sur le fait de ne plus jamais faire confiance à la météo du Montana. Ils avaient l'air presque normaux, comme des gens, pas des monstres.
Léo alluma les brûleurs de la gazinière et remua la soupe pendant qu'elle chauffait. L'odeur de tomates et de basilic remplit la cuisine, chaude et réconfortante. Il trouva leur pile de bols dépareillés. Ils n'avaient pas 20 bols assortis, mais assez de récipients divers, et commença à servir les portions. Besoin d'aide? Léo se retourna pour trouver Tiny se baissant pour passer l'encadrement de la porte de la cuisine, faisant attention à ne pas se cogner la tête. « Je peux les porter, » dit Léo. « Moi aussi, et je suis plus grand. » Le visage cicatrisé de Tiny se fendit en quelque chose qui aurait pu être un sourire. « Laisse-moi t'aider, gamin. Ça me donne moins l'impression d'être un parasite. » Ensemble, ils portèrent les bols de soupe chaude au salon. Léo regarda ses moteurs endurcis accepter leur portion avec une douceur surprenante, berçant les bols chauds dans leurs mains calleuses, disant « Merci et j'apprécie » avec des voix empreintes d'une gratitude sincère. Bishop prit son bol et l'étudia Léo par-dessus le bord. « Tu es toujours aussi hospitalier avec les étrangers? »« Vous n'êtes plus vraiment des étrangers, » fit remarquer Léo. « Vous êtes dans mon salon à manger ma soupe. Ça fait de vous, je sais pas, une famille temporaire, j'imagine. » La pièce devint très silencieuse. Plusieurs moteurs échangèrent des regards que Léo ne put tout à fait interpréter. Finalement, Bishop parla. « Famille est temporaire, j'aime bien ça. » Il leva légèrement son bol. « À notre famille est temporaire, alors. Et au gamin le plus courageux du comté. »« À Léo, » dirent les moteurs en chœur, levant leur propre bol. Léo sentit ses joues rougir. « Ah, j'ai été. » Mais il ne put s'empêcher de sourire. Peut-être, juste peut-être, que tout allait bien se passer. La chaleur du feu et la soupe chaude aidaient. Mais alors que minuit approchait, la température dans la maison continuait de chuter. Léo pouvait voir son souffle dans l'air dès qu'il s'éloignait de la cheminée. Les moteurs se serraient plus près des flammes, et malgré leurs extérieurs robustes, il pouvait les voir frissonner. Cette maison ne serait pas vivable sans chauffage, pas dans un blizzard comme celui-ci. Diesel et Smoke émergèrent du sous-sol. Tous deux avaient l'air frustrés. « Le générateur est mort », rapporta Diesel à Bishop. « Le démarreur est grillé. Et même si ce n'était pas le cas, les conduites de carburant sont bouchées pire qu'aux heures de pointe. Il a été négligé trop longtemps. Pas moyen de le faire tourner sans pièces qu'on n'a pas. » Bishop jura doucement, puis jeta un coup d'œil à Léo avec une expression d'excuse. « Désolé, gamin. On a essayé, mais l'esprit de Léo travaillait déjà. » « Et la chaudière? »« C'est un allumage électrique, » dit Smoke. « Ça marchera pas sans courant. Mais si vous aviez du courant, juste un petit peu, vous pourriez la faire marcher. » Les deux moteurs échangèrent des regards. « Peut-être, » dit lentement Diesel. « Mais on t'a déjà dit, on n'a pas. »« On n'a pas besoin du générateur, » l'interrompit Léo, l'excitation montant dans sa voix. « Mon père était ingénieur avant de mourir. Il bricolait des panneaux solaires et des batteries. On a un tas de batteries à décharge profonde dans le garage, de ces vieux projets. Si on pouvait les brancher à la chaudière, est-ce que ça marcherait? » Les yeux de Diesel s'illuminèrent. « Tu as des batteries de voiture? Mieux, des batteries marines, Six, je crois, et le vieil onduleur de papa. » Smoke se dirigeait déjà vers la porte. « Montre-moi. » Léo le guida, lui et Diesel, à travers le garage attenant, leurs lampes de poche coupant l'obscurité. L'établi de son père était contre le mur du fond, exactement comme il l'avait laissé 3 ans plus tôt. Sa mère n'avait pas eu le cœur de le débarrasser. Les batteries étaient là, alignées comme des soldats, connectés à un système de charge solaire que son père avait installé au cas où. Au cas où quoi? Il ne l'avait jamais dit, mais en les regardant maintenant, Léo pensa que peut-être son père avait su. Peut-être que tous ces préparatifs, au cas où, étaient sa façon d'essayer de protéger sa famille même après son départ. « Ton vieux était un gars futé », dit Diesel, examinant l'installation avec approbation. « Ses batteries sont encore bonnes. Et cet onduleur, ouais, on peut faire quelque chose avec ça. » Smoke déconnectait déjà les batteries, les manipulant avec une aisance rodée malgré leur poids. « Il va falloir tirer des lignes jusqu'à la chaudière. »« T'as du câble de gros calibre? » Léo pointa le panneau perforé où son père gardait ses fournitures électriques. Tout était étiqueté et organisé avec une précision d'ingénieur. Smoke siffla doucement. « Gamin, ton père t'a laissé une mine d'or ici. »« Je ne sais pas vraiment comment utiliser tout ça, » admit Léo. « Maman dit que je pourrais apprendre quand je serai plus grand. »
Tu apprends maintenant, dit Diesel, faisant signe à Léo d'approcher. Viens là. Laisse-moi te montrer ce qu'on fait. Pendant l'heure suivante, Léo reçut un cours accéléré en électricité d'urgence de la part de 2 mécanomoteurs qui s'avérèrent être des professeurs étonnamment bons. Ils expliquèrent chaque étape. Comment calculer la consommation de la chaudière, comment câbler les batteries en série pour augmenter la tension, comment connecter l'onduleur, comment créer une dérivation sûre autour du générateur. Normalement, je ne ferai jamais ça sans permis et d'inspection, expliqua Diesel en travaillant. C'est une solution temporaire, juste pour vous faire passer la tempête. Promets-moi que tu feras vérifier ça par un vrai électricien avant que ta mère n'utilise à nouveau le système normal. Je promets, dit Léo, regardant attentivement Diesel connecter le dernier fil. D'accord, moment de vérité. Smoke bascula un interrupteur. Rien ne se passa. Puis, avec un grondement qui ressemblait à un tremblement de terre mineur, la chaudière rugit et s'alluma. En quelques minutes, de l'air chaud circulait à travers les bouches d'aération. Les moteurs dans le salon poussèrent une acclamation qui fit trembler les fenêtres. Léo sentit les larmes lui piquer les yeux. Sa maison allait être chaude. Ils allaient tous s'en sortir. Diesel lui tapa doucement sur l'épaule, mais Léo chancela quand même un peu. « T'as assuré, gamin? Ton vieux serait fier? » Ils retournèrent au salon comme des héros conquérants. Bishop se leva et tendit la main à Léo. Pas une poignée de main pour un enfant, mais une vraie poignée de main, d'homme à homme. « Tu nous as sauvé la vie ce soir, » dit Bishop solennellement. « D'abord en ouvrant ta porte. Ensuite en étant assez intelligent pour nous aider à t'aider. Les Grim Bastards n'oublient pas les dettes, Léo. Jamais. » « C'est vos gars qui ont réparé la chaudière, » protesta Léo. « Avec l'équipement de ton père, tes batteries et ton idée. » Bishop secoua la tête. « Ne minimise pas ce que tu as fait. La bravoure, c'est ouvrir la porte. L'intelligence, c'est savoir utiliser ce qu'on a. Tu as les deux. » La chaleur se répandant dans la maison fit plus que simplement chauffer l'air. Elle transforma l'atmosphère. Les moteurs se détendirent, s'étalant plus confortablement sur le sol. Leurs gilets en cuir étalés pour sécher. Quelqu'un trouva la vieille PlayStation de Léo dans le meuble télé. « Ce truc marche encore? » demanda Tiny. « Ouais, mais on ne peut pas utiliser la télé sans courant pour... » commença Léo. Smoke brandit un écran de jeu portable. « J'ai trouvé ça dans le garage. C'est du 12 volts. On peut le faire tourner sur l'installation de batterie. » En quelques minutes, Tiny et 3 autres moteurs étaient engagés dans une compétition intense de jeux de course, se charriant avec l'enthousiasme d'adolescents. Leur rire remplissait la maison. Léo s'assit en tailleur sur le sol, regardant ces hommes effrayants jouer aux jeux vidéo comme des gosses, et sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Ça allait aller. Ils n'allaient vraiment pas lui faire de mal. Bishop s'installa à côté de lui, bougeant avec une grâce surprenante pour un homme de sa taille. « À quelle heure ta mère appelle d'habitude? » Elle a dit qu'elle essaierait, mais les lignes sont coupées. Elle doit être inquiète. Elle est probablement trop occupée pour s'inquiéter, dit Léo, bien qu'il n'y croyait pas tout à fait. L'hôpital doit être submergé de gens blessés dans la tempête. Quand même, une mère s'inquiète pour son gamin seul dans un blizzard, peu importe à quel point elle est occupée. Bishop resta silencieux un moment. « Tu as dit que ton père est décédé il y a 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? » « Accident de voiture, verglas. » En fait, Léo fit un geste vers la fenêtre et la tempête au-delà. Un peu comme ce soir, il rentrait du travail, a heurté une plaque de glace, est sorti de la route et a percuté un arbre. Il est mort sur le coup. Maman dit qu'il n'a pas souffert. « Je suis désolé, gamin. » « C'est bon. Je veux dire, c'est pas bon, mais ça fait 3 ans. On s'en sort bien maintenant, maman et moi. Elle travaille dur. J'essaie d'aider. » Léo gratta les fibres du tapis. « Parfois, j'ai l'impression que je dois être l'homme de la maison, tu sais. Mais j'ai que 12 ans. Je ne sais pas toujours ce que ça veut dire. » « Être un homme n'a rien à voir avec l'âge, » dit Bishop d'une voix bourrue. « C'est une question de caractère. De faire ce qui est juste, même quand c'est dur ou effrayant. Tu as fait ça ce soir, Léo. Tu as vu des gens en difficulté. Et même si tu avais peur, et ne me dis pas que tu n'avais pas peur, je le voyais dans tes yeux, tu as aidé quand même. C'est plus viril que la moitié des imbéciles que j'ai rencontrés qui ont 3 fois ton âge.
Léo sentit sa gorge se serrer. Vraiment, vraiment. Ton père t'a bien élevé. Ta mère aussi. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant Tiny célébrer un tour de victoire particulièrement impressionnant, tandis que ses concurrents grognaient leur défaite. Bishop? Demanda doucement Léo. Ces types aux infos, ceux qui cambriolent les maisons pendant la panne, tu crois qu'ils sont réels? L'expression de Bishop se durcit. Oh, ils sont réels. Des ordures qui s'attaquent aux gens quand ils sont vulnérables. Des lâches qui se cachent derrière des masques et des armes pour terroriser les familles. Il regarda Léo sérieusement. Pourquoi? Tu t'inquiètes de leur sujet? Un peu, admit Léo. Je veux dire, j'étais seul avant que vous arriviez. S'ils étaient venus à votre place, ils ne sont pas venus. Et maintenant tu as 20 des fils de... Bishop se reprit. 20 des types les plus durs de l'État entre toi et les ennuis. Personne ne passera cette porte s'il ne le doit pas. Tu penses vraiment que quelqu'un pourrait essayer? La tempête est si mauvaise. Les tempêtes font ressortir le pire chez certaines personnes. La voix de Bishop était sombre. Mais elles font aussi ressortir le meilleur chez d'autres. Comme toi, gamin. Comme toi. Dehors, le blizzard continuait de faire rage. Mais à l'intérieur, la maison était chaude, remplie de rire et de compétition bon enfant. Léo se sentait plus en sécurité qu'il ne l'avait été depuis des heures. Il ne se doutait pas qu'à seulement 5 kilomètres de là, 4 hommes dans une camionnette observaient sa maison avec des jumelles, attendant que les lumières s'éteignent, attendant leur chance. Vince écrasa sa cigarette dans le cendrier de la camionnette et leva à nouveau les jumelles. À travers la neige tourbillonnante, il pouvait juste distinguer la ferme, ses fenêtres brillant d'une faible lumière. Le courant est revenu, murmura-t-il. Sur le siège conducteur, Marcus bougea inconfortablement. Peut-être qu'on devrait choisir une autre maison. Je ne le sens pas. C'est parfait, claqua Vince. Mère célibataire isolée. On observe sa routine depuis des semaines. Elle travaille de nuit à l'hôpital. Le gamin est seul, une proie facile. Dans cette tempête? Demanda Malik depuis le siège arrière. Personne ne sera dehors par ce temps, même pas nous bientôt si on ne bouge pas. C'est exactement pour ça qu'on reste, insista Vince. Personne pour nous voir, personne pour nous signaler. On entre, on prend ce qui a de la valeur, on sort. Le temps que la tempête se calme et que quelqu'un s'en aperçoive, on sera à 3 états d'ici. Tommy, le 4e membre de leur équipe, regarda par-dessus l'épaule de Vince vers la maison. Les lumières sont allumées. Comment ils ont du courant? Générateur probablement, ou ils ont réparé quelque chose, peu importe. Vince baissa les jumelles. On attend que le gamin aille se coucher, la maison s'éteint, et ensuite on bouge. Marcus serra le volant plus fort. J'ai signé pour cambrioler des maisons vides, pas pour terroriser des gosses. On ne va terroriser personne, dit Vince, bien que son sourire suggéra le contraire. Le gamin a probablement déjà peur, seul dans une tempête. On se pointe et on le bouscule un peu. Il nous dit où maman garde les bonnes choses. On entre et on sort en 10 minutes. Il s'en remettra. Et s'il se défend? Il a 12 ans, ria Vince. Qu'est-ce qu'il va faire? Il profitait de la panne depuis 2 jours maintenant, frappant 6 maisons avant celle-ci. Toute Avin était vide ou occupée par des gens trop effrayés pour résister. Ils avaient accumulé une camionnette pleine d'électronique, de bijoux, d'argent liquide et de médicaments sur ordonnance. Une maison de plus les mettrait bien. Et cette maison, Vince en était certain, serait la plus facile de toutes. Il avait fait ses devoirs. Sarah Jensen, mère célibataire, infirmière à l'hôpital général du comté. Un enfant, Leo Jensen, de 12 ans. Pas d'animaux, pas de système de sécurité, pas de voisins à portée de voix. Parfait. On attend combien de temps? Demanda Tommy en regardant sa montre. Il est presque 2 heures du matin. Les lumières viennent de s'éteindre, dit soudain Marcus. Vince attrapa les jumelles. Effectivement, la maison avait sombré dans le noir. Seule une faible lueur orange restait, probablement une cheminée. Le gamin va se coucher, dit Vince avec satisfaction. Donnez-lui 30 minutes. Laissez-le devenir bien inconscient. Ensuite, on bouge. Il ne vit pas les motos enterrées sous les congères près du portail avant. Il ne vit pas les empreintes de pas supplémentaires qui avaient déjà été recouvertes par la neige fraîche. Il ne vit aucun signe que la maison contenait autre chose qu'un enfant endormi.
30 minutes plus tard, ils firent leur approche. À l'intérieur de la maison, Léo s'était finalement assoupi sur le canapé, enveloppé dans des couvertures, sa batte de baseball toujours serrée dans une main. Les motards s'étaient dispersés dans le salon et le couloir. La plupart dormaient par terre avec leurs gilets pliés en guise d'oreiller. Mais Bishop ne dormait pas. Tiny non plus, assis près de la fenêtre comme une gargouille massive, montant la garde. Quelque chose ne va pas, dit doucement Tiny. Les yeux de Bishop s'ouvrirent immédiatement. Quoi? Une camionnette garée sur la route secondaire est environ 800 mètres. Elle est là depuis 3 heures. Je l'observe avec ça. Il brandit une paire de jumelles à vision nocturne qui avait été attachée à sa moto. 4 hommes à l'intérieur. Ils ont les yeux sur cette maison. Bishop fut sur ses pieds en un instant, se déplaçant silencieusement vers la fenêtre. Pourquoi tu n'as rien dit plus tôt? J'étais pas sûr au début. Ça aurait pu être des gens en panne. Mais ils sont trop intéressés par cet endroit. Ils observent avec des jumelles. Il y a environ 10 minutes, ils ont commencé à bouger. Réveille les autres, ordonna Bishop calmement. Mais ne réveille pas le gamin. Pas encore. Tiny se déplaça dans la pièce comme un fantôme malgré sa taille, touchant des épaules, faisant des signes silencieux. En 60 secondes, les 20 motards étaient réveillés et alertes. Des années d'expérience entraient en jeu. Bishop exposa la situation dans un murmure. On a de la visite. 4 hommes pensant probablement que c'est une cible facile. Ils ne savent pas qu'on est là, on va les laisser entrer, rendre leurs intentions claires, puis leur apprendre l'erreur de leur choix. Des questions? Reaper sourit dans l'obscurité. Est-ce qu'on doit être doux? On est dans la maison d'un enfant, dit Bishop sévèrement. On ne fait pas de dégâts. On ne traumatise pas Léo, mais ces types veulent faire du mal à un enfant. Sa voix tomba dans quelque chose de froid et dangereux. Ils vont apprendre ce que les Grim Bastards font aux gens qui font du mal aux enfants. Et le gamin? Demanda Smoke, jetant un coup d'œil à la forme endormie de Léo. Il reste endormi si possible. S'il se réveille, Tiny, tu es avec lui. Garde-le en sécurité et calme. Le reste d'entre nous s'occupe des visiteurs. Il prit en position dans toute la maison avec une précision militaire. La plupart se fondirent dans les ombres de la cuisine et du couloir. Quelques-uns restèrent dans le salon, allongés comme s'ils dormaient, mais prêts à bouger. Bishop s'installa dans le fauteuil dans le coin le plus sombre, invisible à moins de savoir où regarder. Le feu s'était réduit en braise, projetant à peine de la lumière. Pour quiconque entrant, cela ressemblerait à une maison pleine d'occupants endormis. Ils attendirent. À 2h17 du matin, il y eut un bruit doux à la porte arrière, le grattement du métal sur le métal, quelqu'un crochetant la serrure. Les mains de Bishop se serrèrent en poing. Il pensa à sa propre fille, qui aurait environ l'âge de Léo maintenant si les choses s'étaient passées différemment. Il pensa à ce que des hommes comme ceux-ci avaient fait à des familles comme la sienne. La porte arrière s'ouvrit avec à peine un murmure. Des bruits de pas essayant d'être silencieux, échouant. 4 hommes entrèrent dans la maison, se dispersant, des lampes de poche coupant l'obscurité, et marchèrent droit dans le piège. Léo se réveilla au son de sa porte arrière qui grinçait. Pendant un instant, encore embrouillé par le sommeil, il pensa que peut-être sa mère était rentrée, mais sa mère serait passée par la porte d'entrée, l'aurait appelé. C'était quelqu'un essayant d'être discret. Son cœur bondit dans sa gorge. La batte était dans sa main avant que la pensée consciente ne rattrape l'instinct. Il s'assit lentement, essayant de voir à travers l'obscurité. Des faisceaux de lampes de poche balayaient sa cuisine. Plusieurs faisceaux, et des voix basses et cruelles. Vérifiez les chambres, prenez tout ce qui a de la valeur. Et le gamin? Trouvez-le, faites-lui peur, silence. La terreur inonda les veines de Léo, mais il se força à bouger. Il se leva, batte levée, et ouvrit la bouche pour crier. Une main massive couvrit sa bouche doucement. La voix de Tiny était à peine un murmure à son oreille. « Chou, on gère, tu es en sécurité. » Les yeux de Léo s'ajustèrent assez pour voir les formes dans l'obscurité. Les motards ne dormaient pas. Ils attendaient, enroulés comme des ressorts, positionnés dans toute sa maison. La voix de Bishop retentit dans l'obscurité, calme et froide. « Vous êtes perdus, les gars. » Les faisceaux des lampes de poche oscillèrent follement, essayant de trouver la source de la voix.
Vince fut le premier à parler, essayant de paraître dur, mais n'y arrivant pas tout à fait. Qui est là? C'est notre maison maintenant. Vous feriez mieux de partir avant. Avant quoi? Bishop entra dans un rayon de lune venant de la fenêtre. Même dans la pénombre, il était terrifiant. Un de mes 95 de muscles cicatrisés et de confiance absolue. Avant que vous ne terrorisiez un enfant, ne cambrioliez sa maison, ne voliez sa famille, on est 4, dit Vince, mais sa voix tremblait. Était tout seul. Le sourire de Bishop était prédateur. Compte encore. Les lumières s'allumèrent. Smoke avait trouvé l'interrupteur. L'illumination soudaine révéla le tableau complet. 20 moteurs encerclaient les 4 envahisseurs. Ils avaient émergé des ombres comme des esprits vengeurs, formant un mur de cuir, de muscles et de violence à peine contenus. Certains avaient des queues de billard de la salle de jeu de Léo. D'autres avaient des clés et des outils du garage. Quelques-uns avaient juste leurs poings. Ils n'avaient pas besoin d'armes pour être terrifiants. Le pied de biche de Vince tomba au sol avec fracas. La lampe de poche de Marcus suivit. Tommy gémit littéralement. « Bon alors, » dit Bishop sur le ton de la conversation, marchant lentement vers les envahisseurs figés. « Laissez-moi vous expliquer votre situation. Vous êtes entré par effraction chez notre ami, notre famille temporaire, comme il nous a appelés. Vous êtes venu ici en prévoyant de faire du mal à un enfant courageux, et au bon cœur qui a ouvert sa porte à des étrangers dans une tempête. On ne savait pas, commença Marcus. Vous ne saviez pas qu'il avait une protection, finit Bishop. Mais vous saviez qu'il était seul. Vous saviez qu'il était vulnérable. Vous êtes venu quand même. C'est ce qui fait de vous des prédateurs. C'est ce qui fait de vous des ordures. Reaper fit craquer ses jointures. Bishop, on donne une leçon à ces gars. En effet, Bishop se tourna vers Léo qui regardait avec de grands yeux depuis derrière Tiny. Léo, tu voudras peut-être monter quelques minutes. Ça va devenir éducatif. Vous allez les tuer? Demanda Léo, sa voix petite. Non, dit fermement Bishop, parce qu'on n'est pas comme eux. On ne s'attaquait pas aux faibles. On protège les faibles, mais on va s'assurer qu'ils comprennent les conséquences de leur choix. On va s'assurer qu'ils n'oublient jamais ce qui arrive quand on menace quelqu'un sous la protection des Grim Bastards. Léo hocha lentement la tête. Ne faites pas trop de désordre. Maman sera fâchée si vous cassez ses meubles. Malgré la tension, plusieurs moteurs gloussèrent. L'expression de Bishop s'adoucit. On fera attention aux affaires de ta maman, gamine. Je te le promets. Tiny guida Léo vers l'escalier. Alors qu'il montait, Léo entendit la voix de Bishop. Plus du tout conversationnelle, mais dure comme du fer. « Messieurs, le cours commence maintenant. » Ce qui suivit ne fut pas un combat. Un combat implique 2 camps qui luttent. C'était une leçon. Les motards n'utilisèrent pas leurs armes. Ils n'en avaient pas besoin. Des années de bagarres de bord et de justice de rue leur avaient appris exactement comment maîtriser quelqu'un efficacement sans causer de dommages permanents, mais avec un maximum d'inconfort. Vince essaya de courir et rencontra le point de Diesel. Il tomba lourdement, se tenant le plexus solaire, incapable de respirer. Marcus essaya effectivement de se défendre, balançant des coups sauvages vers Knuckles, qui fit simplement un pas de côté et faucha les jambes de l'homme. Marcus frappa le sol face la première. Tommy se mit en boule et commença à pleurer. Les motards le laissèrent là, le mépris clair sur leur visage. Malek, peut-être le plus intelligent des 4, leva les mains en signe de reddition. « On est désolé. On est désolé. On part. On ne reviendra jamais. »« Oh, vous partez, c'est sûr, » dit Bishop. « Mais d'abord, vous allez vider vos poches. Tout ce que vous avez volé ce soir, chaque bijou, chaque dollar, chaque pilule que vous avez pris à des gens effrayés, ça retourne à ses propriétaires. » En quelques minutes, les 4 envahisseurs avaient produit une quantité choquante de biens volés, les empilant sur la table de cuisine de Léo. Alliance, électronique, argent liquide, médicaments. « Ça vient de ces maisons, » dit Reaper en examinant le butin. « Ces gaz ont été occupés. »« Prenez des photos, » ordonna Bishop. « Documentez tout. On s'assurera que ça retourne aux propriétaires légitimes. » Il se tourna vers les 4 hommes qui étaient maintenant ligotés avec du ruban adhésif du garage de Léo, assis contre le mur comme des prisonniers. « Quant à vous 4, on est désolé, » sanglota Marcus. « S'il vous plaît, on fera n'importe quoi. »
Vous ferez exactement ce que je vous dis, dit Bishop. Vous allez vous asseoir ici, calme et coopératif, jusqu'à ce que la tempête se calme. Ensuite, on appelle le shérif. Vous allez tout avouer, chaque maison, chaque vol, chaque famille que vous avez terrorisée. Et si vous pensez ne serait-ce qu'à vous venger contre cette famille, il se pencha jusqu'à être à hauteur des yeux de Vince. Les Grim Bastards ont la mémoire longue et la mèche courte. Nous vous trouverons, nous vous éduquerons à nouveau, c'est compris. Vince hocha frénétiquement la tête, du sang coulant de son nez. Bien. Bishop se redressa. Maintenant, restez assis là et réfléchissez à vos choix de vie. À l'étage, Tiny s'assit avec Léo sur son lit. Ça va, gamin? Ils ne vont vraiment pas tuer ces types? On n'est pas des tueurs, Léo. Enfin, la plupart d'entre nous ne le sont pas. Tiny sourit devant l'expression de Léo. Je plaisante, surtout. Mais sérieusement, on ne tue pas les gens parce qu'ils sont stupides. On les éduque juste. Ces gars en bas, ils auront mal pendant quelques semaines, peur pendant beaucoup plus longtemps, et ils passeront les prochaines années en prison à penser à ce qu'ils ont fait. C'est ça la justice. Et ils voulaient me faire du mal, dit doucement Léo. Ils le voulaient, et ils l'auraient fait si on n'était pas là. Tiny posa une main énorme sur l'épaule de Léo. Mais on était là parce que tu as été assez courageux pour ouvrir ta porte à des motards effrayants dans une tempête. Tu nous as sauvés du gel. On t'a sauvé d'eux. C'est comme ça que marche la famille, Léo. Famille temporaire, corrigea Léo avec un petit sourire. Peut-être pas si temporaire, dit Tiny. Bishop a déjà décidé que tu es sous la protection du club. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire que tant que les Grim Bastards existent, tu es l'un des nôtres. Tu es protégé. Quiconque s'en prend à toi s'en prend à nous tous. C'est permanent, gamin. Tu es coincé avec nous maintenant. Léo sentit les larmes lui piquer les yeux, mais c'était de bonnes larmes. Vraiment, vraiment. Bienvenue dans la famille, petit frère. L'aube se leva sur un monde transformé. Le blizzard était enfin passé, laissant derrière lui un paysage d'un blanc immaculé. Le soleil se leva sur des congères qui atteignaient les fenêtres des voitures, sur des routes ensevelies sous un membrane de poudreuse, sur une ferme qui brillait, chaude et sûre, dans la lumière du matin. À l'intérieur, Léo préparait le petit déjeuner, ou essayait. 20 motards mangeaient apparemment environ 18 kilos d'œufs brouillés. « Comment vous faites pour manger autant? » demanda Léo, fouettant une autre douzaine d'œufs dans un bol. « Beaucoup de route, dit Smoke, gérant la gazinière avec une aisance rodée. Ça brûle des calories. Et puis, on est des gros gabarits. C'est un euphémisme, marmonna Léo, lorgnant Tiny qui en était à sa 4e portion. Les 4 envahisseurs étaient assis dans le coin, toujours scotchés, l'air misérable et terrifié. Chaque fois que l'un d'eux bougeait, un motard jetait un coup d'œil avec une expression suggérant qu'il serait très heureux d'avoir une excuse pour fournir plus d'éducation. Bishop les avait rendus assez confortables, leur avait donné de l'eau, les avait laissés utiliser les toilettes un par un sous escorte, mais avait été clair comme de l'eau de roche. Tout problème serait accueilli par une réponse immédiate et écrasante. À 8h47, ils entendirent un moteur lutter dans la neige. Bishop regarda par la fenêtre. Le shérif fait sa ronde. Tiny, va lui faire signe. Le 4x4 du shérif s'arrêta devant la maison 5 minutes plus tard, et le shérif Tom Rodriguez en sortit, l'air épuisé et inquiet. Il était debout depuis 36 heures d'affilée, aidant aux urgences de la tempête. Son expression quand il entra dans la maison fut impayable. « Bishop, dit-il prudemment, prenant la mesure de la scène. « Qu'est-ce que tu fais là? » « Coincé dans la tempête, Tom, le jeune Léo ici a eu la gentillesse de nous donner un abri. » Bishop fit un geste vers les hommes ligotés. « On a trouvé ces 4-là essayant de cambrioler l'endroit vers 2 heures du matin. On s'est dit que tu voudrais peut-être avoir une conversation avec eux. » Les yeux de Rodriguez s'écarquillèrent en reconnaissant Vince et son équipe. « Ce sont les gars qui frappent les maisons pendant de la panne. On les cherche depuis 2 jours. » Il regarda Bishop avec un nouveau respect. « Vous les avez attrapés? » « Ils se sont attrapés eux-mêmes, dit modestement Bishop. Nous les avons juste retenus pour vous. Tous leurs biens volés sont sur la table, photographiés et catalogués. Ils ont été très coopératifs pour avouer quelle maison ils ont frappé. » Rodriguez marcha vers la table et siffla doucement devant la pile de biens volés. « Ça doit venir d'une douzaine de maisons, peut-être plus.
Il se tourna vers les 4 hommes. Messieurs, vous avez le droit de garder le silence. Alors que le shérif leur lisait leurs droits, Léo tira sur la manche de Bishop. Est-ce qu'il va vous arrêter aussi? Tom et moi avons un accord, dit Bishop. Les Grim Bastards ne sont peut-être pas des anges, mais on n'est pas des prédateurs d'enfants ou des cambrioleurs. On garde nos problèmes entre adultes consentants. Et quand on attrape les vraies ordures, on fait un paquet cadeau pour les forces de l'ordre. Tout le monde y gagne. Le shérif Rodriguez finit de menotter les suspects et se tourna vers Bishop. Je vais avoir besoin de déposition de vous tous. Bien sûr, on sera là toute la journée de toute façon. Les routes ne seront pas dégagées avant cet après-midi. Bishop sourit. On prévoyait d'aider le jeune Léo à pelleter son allée. En bons invités. Rodriguez regarda Léo. Ta maman est au courant de cette soirée pyjama? Les lignes téléphoniques sont coupées, dit Léo. Mais elle va bientôt le savoir. Elle va faire une crise cardiaque, prédit Rodriguez. Les Grim Bastards passant la nuit avec son fils de 12 ans. Nous avons été de parfaits gentlemen, dit Bishop solennellement. On n'a même pas juré. Pas beaucoup, ajouta Tiny dans sa barbe. Rodriguez secoua la tête, mais il souriait. Rédigez ces dépositions. Je reviendrai les chercher cet après-midi. Et Léo, ta maman est toujours à l'hôpital, mais elle remue ciel et terre pour avoir de tes nouvelles. Tu veux que je lui dise par radio que tu es en sécurité? Oui, s'il vous plaît, dit Léo avec gratitude. Après le départ de Rodriguez avec ses prisonniers, les moteurs se mirent à se rendre utiles. Certains dégagèrent l'allée avec des pelles du garage. D'autres réparèrent la 3e marche de l'escalier qui grinçait, le robinet qui fuyait dans la salle de bain et la porte de placard branlante dans la cuisine que Sarah voulait réparer depuis des mois. Diesel réussit même à réparer le générateur, remplaçant le démarreur grillé par une pièce de rechange d'une des motos. « Vous cannibalisez vos motos pour réparer ma maison? » demanda Léo stupéfait. « On peut avoir de nouvelles pièces, dit Diesel avec un haussement d'épaule. Et puis, ton générateur est plus vieux que toi. Il mérite un peu d'amour. » À midi, les routes étaient assez dégagées pour voyager. Les moteurs rassemblèrent leur équipement, se préparant à partir. Leur moto avait survécu à l'accident remarquablement bien. Quelques bosses et égratignures, mais rien qui n'empêcherait de rouler. Bishop prit Léo à part. « On y va, petit frère, mais je veux que tu aies ça. » Il tendit à Léo une carte de visite avec un numéro de téléphone et une adresse e-mail. « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, et je dis bien quoi que ce soit, tu appelles ce numéro. Quelqu'un répondra. Toujours. Et si j'ai juste, genre, passé une mauvaise journée ou un truc comme ça, alors tu appelles et on en parlera. C'est ce que fait la famille. » L'expression de Bishop était sérieuse. « Tu nous as ouvert ta porte quand la plupart des gens l'auraient verrouillée. Tu nous as montré de la gentillesse quand on était au plus mal. Les Grim Bastards n'oublient pas ce genre de choses. Jamais. » Léo jeta ses bras autour de la taille de Bishop aussi haut qu'il pouvait l'atteindre et le serra fort. « Merci de m'avoir protégé. » Les bras de Bishop entourèrent le garçon, doux malgré leur force. « Merci de nous avoir rappelé ce qu'on est censé protéger. » Un par un, les autres moteurs firent leurs adieux. Tiny donna à Léo un casque de jeu de la cargaison de sa moto. « Pour quand tu battras mon meilleur score, » dit-il avec un sourire. Reaper lui tendit un couteau de poche, puis fit immédiatement marche arrière devant l'expression de Léo. « Pour usage pratique seulement. Couper de la corde, ouvrir des boîtes, des trucs comme ça. Pas pour poignarder. Ta maman me tuerait. » Diesel lui laissa un guide de mécanique de base. « Tu as le cerveau d'ingénieur de ton père. Autant apprendre à t'en servir. » Au moment où ils furent prêts à partir, les bras de Léo étaient pleins de cadeaux et son cœur plein de gratitude. Les motos rugirent, un son qui serait normalement agressif, mais qui semblait maintenant presque réconfortant. 20 motos alignées dans l'allée, leur pilote en selle et prêt. Bishop fit vrombir son moteur une fois, leva le poing en guise de salut et mena le convoi vers la sortie. Ils tournèrent sur la route, une rivière de cuir et de chrome, et disparurent dans le soleil éclatant de l'hiver. Léo resta sur le porche, agitant la main jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. 1 heure plus tard, une voiture arriva en trombe dans l'allée, restant à peine sur la route verglacée. Sarah Jensen en jaillit avant l'arrêt complet, courant à travers la neige vers son fils. « Léo! Léo, tu vas bien? »
Le shérif a dit, « Je n'arrive pas à croire. Tu es blessé? » Elle l'attrapa, vérifiant s'il avait des blessures, le visage pâle d'inquiétude. « Je vais bien, maman. Je vais parfaitement bien. » Le shérif a dit qu'il y avait eu une violation de domicile, que les Grim Bastards étaient ici, que tu... Elle s'arrêta, semblant tout assimiler d'un coup. « Tu as vraiment laissé entrer 20 motards dans notre maison? » Il mourait de froid, dit simplement Léo. « Qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? » Sarah le serra dans une étreinte écrasante. « Tu étais censé être en sécurité. Tu étais censé verrouiller la porte et te cacher. Si j'avais fait ça, ils seraient morts. Et puis quand les méchants sont venus, j'aurais été seul. » Léo la serra tout aussi fort en retour. « Les motards m'ont protégé, maman. Ils ont réparé la chaudière, ils ont attrapé les voleurs. Ils ont même réparé la marche qui grince. » Sarah rit à travers ses larmes. « Ils ont réparé la marche qui grince? Et le robinet et le générateur. Ils ont été vraiment utiles. » « Je n'arrive pas à y croire, mamonna Sarah, mais elle souriait. Mon fils a organisé une soirée pyjama pour un gang de motards. C'est pas un gang, maman. C'est un club. Il y a une différence. Léo se recula pour la regarder. Sérieusement, ce sont des gens bien. Effrayants, mais bien. Effrayant, c'est le mot. Quand j'ai entendu que les Grim Bastards avaient passé la nuit avec toi, Elle secoua la tête. J'ai besoin de m'asseoir. J'ai besoin de digérer ça. Peut-être que j'ai besoin d'une thérapie. Mais en regardant autour de la maison, chaude, sûre, avec des réparations terminées qu'elle repoussait depuis des mois, elle dut admettre que peut-être, juste peut-être, son fils avait pris la bonne décision. La prochaine fois qu'il y a un blizzard, dit-elle fermement, on reste tous les deux à l'hôpital. D'accord, maman, accepta Léo, sachant pertinemment que si la situation se représentait, il ferait le même choix. Parce que c'est ce que fait la famille. Même la famille est temporaire, surtout la famille. 2 mois plus tard, le printemps était arrivé dans le comté, faisant fondre les dernières neiges et révélant un monde frais et nouveau. Le jardin de Léo était à nouveau vert, les arbres bourgeonnant de nouvelles feuilles. Il était dans l'allée, tentant de faire la vidange de la voiture de sa mère en utilisant le guide de mécanique que Diesel lui avait donné quand il entendit le grondement distinctif de motos. 20 motos s'arrêtèrent devant la maison, étincelantes sous le soleil de l'après-midi. Les Grim Bastards étaient de retour. « Hé, petit frère !» lança Tiny, descendant de moto avec un immense sourire. « On était dans le quartier. »« C'est pas vrai !» rit Léo en courant vers eux. « On n'est près de rien du tout. »« D'accord, on est venu spécialement pour te voir, ennemi Bishop. On a quelque chose pour toi. » Ils déchargèrent une grande boîte de l'une des motos. À l'intérieur se trouvait un système de sécurité domestique dernier cri. « Le top du top », expliqua Diesel. « Capteur de mouvement, caméra, ligne directe avec le shérif. Personne ne surprendra cette maison à nouveau. »« On ne peut pas se payer ça bas, » protesta Léo. « C'est un cadeau, » dit fermement Bishop. « De la part du club. Considère ça comme un merci pour la soupe. » Sarah émergea de la maison, ayant entendu les motos. Elle se figea en voyant à nouveau 20 motards dans son allée. « Madame Jensen, » dit respectueusement Bishop en retirant ses lunettes de soleil, « nous voulions vous remercier personnellement d'avoir élevé un jeune homme aussi courageux et gentil. Il nous a sauvé la vie cette nuit-là. »« Il a dit que vous aviez sauvé la sienne, » répondit prudemment Sarah. « On s'est entraidés. C'est ce que fait la famille. » Bishop fit un geste vers le système de sécurité. « Nous aimerions installer ceci, si vous le permettez, pour s'assurer que vous et Léo soyez en sécurité. » Sarah regarda son fils qui hochait la tête avec enthousiasme. Elle regarda les motards qui attendaient respectueusement sa réponse. Elle pensa au rapport du shérif sur la façon dont ces hommes avaient protégé son enfant, attrapé les criminels qui terrorisaient le comté et apparemment réparé la moitié des choses cassées dans sa maison. « À une condition, dit-elle finalement. »« Laquelle ?» répondit Bishop. « Vous restez dîner, vous tous. Je veux remercier correctement les hommes qui ont gardé mon fils en sécurité. » Les motards échangèrent des regards. Puis Bishop sourit. Un vrai sourire chaleureux qui transforma son visage cicatrisé. « Ce serait un honneur, madame. » Ils installèrent le système de sécurité pendant que Sarah et Léo préparaient le dîner. Enfin, ils préparèrent ce qu'ils purent.
Nourrir 20 motards nécessita de commander assez de pizza pour faire écarquiller les yeux des livreurs. Autour de pepperoni et de conversations décontractées, Sarah apprit à connaître les hommes qui étaient devenus les protecteurs inattendus de son fils. Ils étaient une brute de décoffrage, c'est certain. Ils avaient un passé dont ils ne discutaient pas et des avenirs qui n'incluraient probablement pas de petites barrières blanches. Mais ils étaient voyous. Ils étaient honorables à leur manière et ils adoraient clairement son fils. Alors que le soleil se couchait et que les moteurs se préparaient à partir, Bishop prit Sarah à part. Votre garçon est spécial, dit-il doucement. Il a l'intelligence de son père et votre cœur. C'est une combinaison rare. Les Grim Bastards assureront toujours ses arrières. Vous avez notre parole là-dessus. Merci, dit Sarah, le pensant vraiment, pour tout ce que vous avez fait cette nuit-là, pour l'avoir gardé en sécurité. Merci de l'avoir bien élevé. Bishop lui tendit une carte identique à celle qu'il avait donnée à Léo. Quoi que ce soit dont vous ayez besoin, un jour vous appelez. Après leur départ, Léo resta à nouveau sur le porche, regardant les feux arrière disparaître. Sarah le rejoignit, passant son bras autour de ses épaules. « Tu sais, dit-elle pensivement, j'ai passé toute cette nuit terrifiée par ce qui pourrait arriver. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que tu finirais adopté par un gang de motards. Club, maman, et ils ne sont pas si méchants une fois qu'on les connaît, dit le garçon qui les avait invités pendant un blizzard. La meilleure décision que j'ai jamais prise, dit simplement Léo. Sarah dut admettre qu'elle était d'accord. Parfois, les gens qui avaient l'air les plus effrayants s'avéraient être ceux qui répondaient présent quand ça comptait le plus. Parfois, une famille temporaire devenait permanente là où ça comptait. Et parfois, le choix courageux d'un garçon pendant un blizzard créait des liens qui dureraient toute une vie. Sur la pelouse devant la maison, visible depuis la route, se dressait un nouveau panneau que les motards avaient installé. Protégé par le Grim Bastards MC. Les intrus seront éduqués. Sarah avait ri en le voyant, mais elle ne leur demanda pas de l'enlever. Parce que dans un monde qui pouvait être froid et dangereux, c'était bon d'avoir une famille qui surveillait vos arrières. Même si cette famille roulait la moto et avait l'air de pouvoir soulever une voiture au développé couché. Surtout